Aujourd'hui, on va voir comment bien coder en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes développeur ou si vous connaissez des développeurs, vous savez que la grande tendance, c'est d'utiliser, alors pas de ChatGPT, mais des outils de coding en fait, qui utilisent l'intelligence artificielle pour apporter un certain nombre de services aux personnes qui doivent développer des applications. Alors, ça peut être des services qu'on va appeler, qui vont travailler sur le code, qu'on va appeler de générative en fait, de code, mais ça peut être aussi des services de no-code qui vous permettent d'exprimer des besoins et de le faire générer sans avoir besoin de savoir coder. Donc il y a des outils pour ceux qui sont développeurs et des outils pour ceux qui ne sont pas développeurs, qui peuvent donner les mêmes résultats en fonction des utilisations que vous souhaitez faire. Les avantages d'utiliser ce genre d'outils d'intelligence artificielle pour générer du code informatique, c'est que ça fait gagner du temps. Ça permet de pouvoir générer du code qu'on ne saurait pas générer par même de compétences, mais ça pose aussi des difficultés de sécurité sur ce code, puisque si vous ne demandez pas quelque chose à l'intelligence artificielle, elle ne va pas le faire. Donc si vous lui dites, donc tu lui dites je veux coder un écran qui affiche un certain nombre d'informations, mais si vous lui dites pas que vous voulez que ça soit sécurisé, qu'il y ait une gestion des droits par exemple, elle ne va pas le faire. Puisque c'est pas ce que vous avez demandé, c'est pas la commande. Donc en fait, il peut y avoir toute une partie du code qui peut passer à la trappe. Et puis aussi, ces intelligences artificielles, elles sont entraînées à l'extérieur de l'entreprise, à l'extérieur de votre activité. Et donc, elles vont utiliser votre code pour apprendre, mais elles vont éventuellement le fournir aussi à d'autres quand ils auront besoin, s'ils font la demande. Donc en fait, vous êtes face à un dilemme, c'est-à-dire que vous allez bénéficier du travail qu'ont fait les autres, qui ont permis à l'IA d'apprendre, et vous allez donner votre code, et souvent quand on est éditeur de logiciel, c'est la valeur de l'entreprise, c'est le code source, à des tiers qui vont pouvoir le réutiliser sans avoir besoin d'en détenir la propriété et les droits. Alors conscient de ces problèmes, il y a l'ANSSI qui a publié avec le BSI, donc le BSI c'est l'équivalent de l'ANSSI mais allemand, donc c'est deux organismes qui sont chargés de la sécurité informatique en France et en Allemagne qui se sont associés pour produire un document pour expliquer en fait aux développeurs et à leurs dirigeants, aux entreprises donc, comment piloter l'utilisation de ces outils de génération de code par intelligence artificielle. Alors le principe de ces outils, déjà pour voir un petit peu comment ça fonctionne, donc c'est pas compliqué, vous lui passez par un prompt une commande et il vous génère du code en fonction du code que vous demandez. Donc vous pouvez dire est-ce que tu peux me développer en Java un système de traitement de données avec tel et tel entrée et je veux tel et tel résultat. Donc il faut l'écrire en français. Et donc il va utiliser des outils en fait de modèles de langage pour comprendre ce que vous voulez et lui ensuite faire un algorithme qui va traduire dans le code langage que vous voulez. Donc là par exemple dans mon exemple c'était du Java mais il peut y avoir d'autres demandes de fait et ensuite vous pourrez le réutiliser dans votre projet. Alors là l'utilisation que j'ai faite, l'utilisation la plus triviale, mais en fait il y a beaucoup d'autres utilisations, c'est pour ça que c'est très engageant. Donc il peut y avoir de la génération de code, je viens de le dire, il peut y avoir du débogage, c'est-à-dire vous lui donnez du code et vous lui dites dis-moi si tu trouves une erreur dans cette partie de code, donc il va le tester en fait, tout simplement, mais il va aller beaucoup plus vite qu'un humain. La génération de cas de test, vous pouvez dire voilà, j'ai mon code, voilà le type de données que je veux rentrer, passe-moi des cas de test en les faisant varier pour voir si à un moment on arrive à un cas limite ou si on arrive à planter la fonction. Traduire automatiquement du code, voilà, vous lui donnez du code en Java, tu dis je le veux en Python et donc il va vous générer le code en Python, donc ça c'est très pratique quand on veut porter des applications, ça c'est sûr. Et puis augmenter la productivité des équipes de développement qui peuvent utiliser comme ça des codes tout faits. Ça existait déjà en fait, mais là je dirais c'est à la demande, générer un code tout fait pour pouvoir l'implémenter dans une plus grande partie de projet et ça c'est très pratique. Alors le problème de tout ça, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on ne sait pas toujours qui c'est qu'il y a derrière et quel type de modèles sont utilisés pour générer le code. Donc ça crée des problèmes divers, donc la confidentialité des entrées, je dirais quand on est abonné à un service cloud, l'intelligence artificielle, on peut avoir ce type de problème et donc de ne pas savoir comment les choses ont été gérées. Les biais d'automatisation, le modèle, il a appris avec d'autres modèles auparavant et si jamais il y avait déjà des erreurs ou des biais ou des défauts, il va vous les reproduire. Le manque de qualité, la sortie du code, si vous ne demandez pas que ce soit un code de qualité, ça va être un code minimaliste et donc vous risquez d'avoir à repasser dessus, à réécrire. C'est un peu comme si vous dites écris-moi une poésie à un ChatGPT, il va vous sortir un truc un peu minable, ça ne sera pas du ronsard, mais en travaillant dessus et en y passant du temps, mais au final, est-ce que vous ne sauriez pas aller plus vite à directement générer votre propre poésie, voilà. Et puis l'utilisation abusive à des fins d'attaque, c'est-à-dire que le code qui peut vous être rentré, qui utilisera lui-même des librairies et d'autres chaînes de
code peut être en fait vérolé en lui-même et s'exécuter d'une manière qui n'est pas celle que vous aviez prévue, parce que en fait de l'autre côté, les gens avec qui vous avez finalement travaillé sans le savoir vous ont contaminé avec les codes qu'ils avaient souhaité vous mettre à disposition. Et ça, en effet, dans certaines industries, ça peut vraiment avoir lieu plus qu'on ne le pense. Alors, moi, je vais donner les bonnes pratiques, c'est ça qu'il faut que vous puissiez avoir. J'aimerais voir aussi, vous, comment vous faites, ça peut m'intéresser pour après, parce que j'utilise aussi ce genre d'outils au quotidien dans mon activité professionnelle. Donc, les bonnes pratiques, c'est déjà de revoir le code, ne pas le copier-coller directement, et donc faire du pair programming ou faire de la revue de code. C'est très important avant d'intégrer du code qui a été généré par IA. Être conscient des limites du code et pas penser que ce code va tout faire, hein, donc c'est le deuxième sujet. Ne pas se mettre dans un projet où on va dire on ne sait pas faire, on le fera par IA. En fait, il vaut mieux avoir les compétences et puis l'IA vient en deuxième niveau. Suivre une formation, hein, je dirais il y a du shadow coding en fait, hein, dans l'entreprise, c'est-à-dire les développeurs l'utilisent sans le dire. Donc ils ne sont pas formés, donc ils ne savent pas passer les bonnes commandes, et éventuellement ils vont générer du code pourri. Donc il faut prendre le temps aussi de dire voilà quels sont les bons prompts qu'il faut passer, et pour ça il faut former les gens, et puis échanger sur les pratiques et sur les résultats qu'on obtient. Tout n'est pas adapté à passer par IA. Et donc les recommandations sont quand même importantes à suivre. Alors tout de suite on peut voir, ah oui mais ça fait peur parce que les IA comme ça va remplacer les développeurs. Je crois pas que ça va remplacer tous les développeurs, mais oui ça va remplacer certains développeurs, ça dépend du niveau de compétence en fait, hein, mais un développeur expérimenté qui sait optimiser son code, qui connaît le métier dans lequel il doit évoluer et qui fait du code très propre et de qualitatif, face à une IA pour le moment il peut encore amener un bénéfice supplémentaire parce qu'il saura exactement comprendre le besoin du product owner, le besoin du client, et pourra le traduire, je pense plus vite, et ça ne va pas tuer les développeurs. Par contre il y en aura certainement un peu moins, et surtout des développeurs qui ne donnent pas satisfaction vont se faire dépasser par l'IA, ça c'est sûr. Une chose qu'il faut penser quand on met en place de l'IA, c'est qu'il faut renforcer en fait la qualité. On pourrait dire on va économiser du personnel, etc. Oui, on va économiser des développeurs, mais il faudra faire plus de qualité, il faudra tout revoir, il faudra vérifier la cohérence, il faudra travailler sur le projet, il faudra faire des tests unitaires, des tests globaux. Ça, l'IA, aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de gérer ça. Peut-être ça va changer, mais en tout cas aujourd'hui ça n'est pas. Et surtout, c'est la responsabilité de l'éditeur de générer le code, c'est pas la responsabilité de l'IA. Donc l'IA peut aider, comme d'autres outils aident, hein, sur la partie du projet de code, mais à la fin, c'est l'éditeur qui doit piloter son code et son exécutable qui va piloter avec le code. Pour s'assurer que c'est vrai, en fait, ce que je dis là, c'est que l'équipe, elle doit mettre en place des indicateurs qui doivent permettre de voir est-ce que du code généré par IA par rapport à du code généré par un Scrum, enfin une équipe, va être de meilleure qualité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des retours clients, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des problèmes d'intégration, et ça en fait souvent c'est pas fait, c'est-à-dire on balance le code au milieu du code qui est développé par des humains, et après on ne sait plus qui a provoqué les difficultés, et donc on ne peut pas analyser comment bien utiliser chaque compétence, et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès le départ. Je reviens sur la sécurité. Bon, dans les outils, même les outils les plus connus hein, de coding par IA, il peut y avoir des failles de sécurité, et il peut y avoir surtout des gens malveillants qui introduisent du code qui va devenir malveillant aussi en reproduction, puisque l'IA n'invente rien, en fait elle reproduit des modèles qu'elle connaît, et donc ce qui est important c'est de pouvoir gérer quelles sont les sources de fuite de données sensibles qui pourraient se produire en utilisant ces outils, donc de ne pas les mettre dedans, quelles sont les parties de code que vous voulez absolument pas que quelqu'un d'autre puisse étudier, puisqu'il sera étudié par l'IA, et ça doit être défini au départ du projet. Où sont stockées les données, hein, on peut très bien avoir des modèles d'IA qui sont stockés dans des clouds souverains, ou qui sont stockés sur des intranets d'entreprise et qui ne sont pas donc en cloud public, et ça c'est important de pouvoir le définir. Alors ça coûte hein, bien sûr de l'argent, mais de toute façon développer ça coûte de l'argent. Et les sujets d'attaque de chaîne de production, hein, donc c'est-à-dire que du début à la fin, entre le code source, la production d'exécutables et la production de l'outil de déploiement, il faut qu'on soit sûr que le code est pur et qu'il ne passera pas éventuellement soit sur du copyright en disant ce code a été copié d'un autre logiciel, parce que ça peut arriver, soit qu'il n'intègre pas des bibliothèques qui peuvent polluer le code, notamment en garantie d'open source, et puis qu'il n'y a pas des codes malicieux en fait, qui vont utiliser les données pour éventuellement exécuter des traitements qui n'étaient pas prévus au départ. En conclusion, moi je suis très partisan d'utiliser l'IA pour faire du code. Aujourd'hui dans les entreprises
c'est un peu caché, les développeurs n'osent pas le dire en fait qu'ils l'utilisent beaucoup, mais on sait qu'ils l'utilisent beaucoup. Et ça pose un problème, puisque justement on n'est pas, par rapport à toutes les préconisations que je vous ai données, qui sont dans le rapport de l'ANSSI et du BSI, en fait on n'est pas en mesure aujourd'hui de bien mesurer quels sont les impacts, et surtout en cas de problème, on sera surpris de voir à quel niveau le code a été pollué par des outils d'IA. Donc il faut que l'autre direction en fait mette en place une transparence, dire voilà, l'IA est autorisée dans l'entreprise pour coder, voilà les outils officiels qu'il faut utiliser, interdit d'utiliser les autres, on va vous former, on va vous expliquer, on va l'utiliser dans des cas précis, on va mettre une gouvernance sur la donnée, sur la sécurité, et dans ces cas-là, ça va mieux se passer, tout le monde sera à l'aise, et en fait, ça ne sera pas caché, et ça sera beaucoup plus sain pour l'entreprise, et ça sera beaucoup plus sain aussi à la fin pour le client final, à qui on pourra apporter les garanties que le logiciel qu'on lui met à disposition, il est bien écrit, il est fiable, il est sécurisé, et que les données ne vont pas fuiter, en fait, on ne sait pas où. En tout cas, on s'en sera assuré. Voilà pour ce panorama de ce que l'IA peut apporter au niveau code, grâce à ce rapport assez intéressant de l'ANSSI avec le bureau allemand. Je pense qu'il faut diffuser ce genre d'informations pour que les développeurs puissent prendre conscience du danger qu'ils font prendre à l'entreprise quand ils utilisent ces outils sans le dire, et surtout sans contrôle. Et ça, c'est le principal risque en fait, c'est que ce soit découvert trop tard et qu'ensuite le problème soit déjà largement diffusé. Donc soyez prudents les amis développeurs, prenez la peine d'en parler entre vous, de le faire savoir, et puis de mettre en place un système aussi sécurisé que celui que vous avez quand vous développez par vous-même. Ça c'est très important, vous gardiez le contrôle du code qui sort.